Bonjour tout le monde, bonjour chacun. Donc je m'appelle Pascal Dagron, je suis chargé de mission à l'Association des chambres d'agriculture de l'Arc Atlantique et c'est moi, durant ce webinaire auquel vous avez gentiment accepté de participer, qui vais l'animer, en tout cas l'introduire et le conclure. Donc quelques mots d'introduction pour commencer. Donc ce webinaire du projet Food Heroes s'inscrit dans un programme européen qui a commencé cet après-midi. Donc, on a suivi en début de journée une partie internationale qui était organisée par nos partenaires flamands, enfin, qui sont même néerlandais de ce projet, qui le pilote. Et donc, nous allons faire cet après-midi un échange plutôt interrégional avec notamment les régions Bretagne et Pays de la Loire qui sont dedans, et notamment des partenaires aussi, comme la C3A du projet, qui sont la Technopole de Quimper-Cornouailles et la Technopole de Laval-Mayenne. Vous les verrez tout à l'heure, ils feront une intervention pour présenter leur réalisation. Donc, quelques éléments d'organisation générale. Tout d'abord, si vous avez des questions, vous les poser et vous les posez par le chat qui est ouvert, donc vous pouvez y accéder. Et à la fin de chaque présentation, on donnera un petit moment, enfin c'est moi qui les lirai les questions, hein. Alors mettez bien votre nom pour qu'on vous retrouve, pour que je puisse le citer. De même, ce webinaire, étant donné qu'on est dans un dispositif européen soutenu par le FEDER et le programme Interreg du Nord-Ouest, les images et tout ce qui est présenté est enregistré, hein, et donc vos chats seront également conservés pour qu'on montre à nos bailleurs de fonds que nous avons bien organisé cette réunion. Le projet Food Heroes s'occupe plus particulièrement, vous l'avez deviné, et sans doute pour ça que vous êtes là, de la réduction du gaspillage des aliments dans la partie amont de la chaîne. On est plus particulièrement proche de l'agriculteur et en fait, oui, les données que nous avions au départ montrent que la quantité d'aliments qui est perdue dans cette partie amont de la chaîne est très importante. On citait des chiffres allant jusqu'à 30%, ce qui est considérable. Et ce projet s'inscrit donc dans un dispositif de trouver des solutions, hein. Donc, on avait mis 15 solutions. En fait, dans la présentation de tout à l'heure, je me suis aperçu qu'il y en avait plus, hein. Donc, c'est bien, on a bien bossé. Et donc, nous inscrivons, nous aussi, dans cette semaine européenne de lutte contre le gaspillage. On va être ensemble 1h45, donc on va essayer de ne pas dépasser. Normalement, on a répété entre nous et il n'y a pas de problème, on tient les délais. Donc, si vous devez aller chercher les enfants en fin de séance, ne vous inquiétez pas, vous serez normalement dans les temps. Le projet avait pour objectif, donc j'ai dit, hein, on est soutenu par le FEDER dans le cadre du programme Interreg du Nord-Ouest. Le projet a pour objectif de réduire les invendus, de réduire les pertes et les coproduits dans la partie amont de la chaîne et d'essayer de transformer ces postes de coût en création de valeur, hein. Donc, on va vous citer des exemples avec des témoins qui sont là avec nous dans la salle et tout ça dans le but de favoriser la transition vers un modèle circulaire et des solutions innovantes. Alors, le projet, il s'occupe de enfin, il concerne 3 secteurs qu'on va vous présenter. Donc, un secteur fruits et légumes, on va le faire dans cet ordre-là. Un secteur marin et un secteur production animale, hein. C'est dans cet ordre qu'on va les aborder. Donc, les actions, c'était de mettre en place des écosystèmes d'innovation, hein. Donc, c'est l'innovation qui a surtout guidé nos travaux. Où on montre que les acteurs de la filière trouvent des solutions quand ils sont face à des problèmes de surproduction, quand ils sont face à des problèmes de matière qu'ils risquent de jeter ou de ne pas récolter.
Et puis l'autre élément, c'était de concevoir et de tester les solutions innovantes hein, pour valoriser toute cette biomasse, hein, alors qui peut finir aussi dans le méthaniseur, vous allez me dire, ou dans le composteur, mais en essayant de lui trouver une valeur ajoutée sur des marchés potentiels. Les partenaires, donc, ils sont 13, on l'a pas fait exprès, dans 6 pays, qui sont les Pays-Bas, l'Irlande, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Allemagne et nous, les Français. Les autres pays, pour votre information, font la même chose en ce moment. Ils sont en train, avec leurs différents partenaires et organisations qui ont participé, sont en train de faire la même démonstration de ce qui a été fait par eux dans le projet. Nous, dans le projet, alors c'est assez éclectique, hein, on a des collectivités, d'ailleurs la région, et c'est la région du Nord-Brabant qui est cette collectivité, des agences de développement, une université au Royaume-Uni, des centres d'innovation en France, dont Quimper-Cornouailles et Laval Technopole, des districts hein, qui sont plutôt au niveau belge, et puis des experts internationaux, hein, des gens qui apparaissent comme des entreprises qui nous ont donné un petit coup de main. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet maintenant, qu'on vous a donné un petit peu, alors vous avez vu la carte hein, des gens, des pays, enfin des régions, donc maintenant on va avancer un petit peu plus particulièrement dans les travaux. Notre objectif, c'est de vous montrer ce qu'on a fait et de faire témoigner des gens qui l'ont fait, qui le font. Hein, on n'est pas sur du futur, on est vraiment sur du réel et qui vont vous donner un certain nombre d'éléments. C'était quoi la situation de départ et qu'est-ce qu'on a fait et comment ça a marché. On va avoir un timing assez serré, il y a quelques vidéos. On va commencer, donc j'ai déjà dit, par la filière fruits et légumes avec une présentation de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. C'est Céline Marjolais qui va s'en charger. Ensuite, la filière mer avec un témoignage de Rosane Vaillant de Quimper-Cornouailles et là où, qui va nous faire des présentations avec ses partenaires d'entreprise qui vont intervenir. Et enfin, la filière animale. Donc, c'est Nicolas Chomel de Laval Mayenne Technopole qui va la faire là aussi avec, alors lui il a plus il va avoir des vidéos, vous allez voir, il va nous donner ça de façon de main de maître. Vous, si vous avez des questions, vous nous les envoyez par chat, mais vous aurez une séquence il y aura une séquence de questions à la fin des 10 minutes de présentation de chacun de nos intervenants. Donc voilà, moi j'en ai terminé pour l'introduction. Vous pouvez même ouvrir des questions sur l'introduction, des choses que je n'aurais pas bien dites. Mais pendant que vous posez vos questions sur le chat, je laisse la parole à Céline et c'est parti pour le quart d'heure des Pays de la Loire. Vas-y Céline. Merci Pascal. Donc Céline Marjolais, chargée de mission économie circulaire à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Nous étions sous-partenaires de la C3A dans le projet Food et Rose et nous avons travaillé plus spécifiquement sur la filière fruits et légumes. Le but de notre solution était de mettre en relation les agriculteurs qui avaient des pertes avec des solutionneurs de différents horizons. On va pouvoir passer à la diapo suivante où je vais vous présenter dans un premier temps les solutions qui ont été développées dans la filière fruits et légumes à l'échelle européenne pour réduire ces pertes. Notamment, on va démarrer par les Pays-Bas avec la coopérative Greenco, qui est une coopérative qui produit notamment des tomates cerises et donc qui a travaillé sur des innovations de produits à partir de tomates cerises déclassées et ainsi que sur des innovations en termes de packaging en fait, pour favoriser la consommation de ces tomates cerises déclassées. Donc, ils ont travaillé notamment sur des chips de jus de tomate, à partir de jus de tomate, hein. Également sur des cubes de tomates séchées qu'ils ont mélangés à des croûtons et épicés pour les ajouter à différentes préparations, ou salades ou autres. Au niveau du Royaume-Uni, l'Université de Lincoln a travaillé sur la détermination du pourcentage de pertes après la récolte de pommes de terre et de carottes notamment. Au niveau des Pays-Bas, deuxième solution qui a été travaillée par Botanic Bites, c'était la production de produits véganes et de snacks à partir de pieds de pleurotes, en fait, qui n'étaient pas valorisés
qui n'étaient pas commercialisés ou valorisés en alimentaire. Donc, c'est sur la photo de droite, là, je ne sais pas si vous voyez, en haut à droite. En bas à droite, donc, les Belges ont travaillé sur le développement de produits fermentés à base de poireaux pour des producteurs de poireaux. Et enfin, dernière solution des Belges encore, pour Verduins. Donc, ils ont créé des jus frais, santé, durables et abordables à partir soit de fruits et légumes hors calibre, soit de coproduits, comme vous pouvez voir sur les photos sous les bouteilles de jus. Donc, les fruits et légumes, ça représente quand même 50% d'aliments gaspillés. Donc, il est important de travailler sur cette filière fruits et légumes au travers de ce projet. Alors, pour nous, la Chambre d'agriculture, on peut passer à la slide suivante. On a, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, travaillé sur la mise en relation des producteurs avec des solutions anti-gaspi qui étaient déjà existantes ou qui se sont développées au fur et à mesure. Donc, on a travaillé sur un premier test de valorisation de courges hors calibre avec Anja van der Hoef qui est à mes côtés et qui vous présentera le travail tout à l'heure. Donc, le but, c'était de tester le marché, puis aussi la sensibilité aux pertes des parties prenantes et aussi de tester la méthode de travail, d'investigation de la Chambre d'agriculture. Il ne faut pas partir de but en blanc pour trouver absolument une valorisation. Il faut déjà définir les paramètres de départ, qui s'occupe de la récolte, qui s'occupe du transport, etc. En discutant avec Anja, en tout cas, c'est ce que j'ai pu comprendre. Ensuite, derrière, nous avons travaillé sur la communication et la sensibilisation autour des pertes alimentaires. Le but était de sensibiliser les parties prenantes, que ce soit les producteurs ou les solutionneurs. Et également de recenser les acteurs anti-gaspi. On en parlera un petit peu plus tard. Ensuite, nous avons réalisé une étude de gisement de ces pertes. Donc, on s'est concentré sur le Maine-et-Loire. Le but était d'écouter en fait l'analyse des producteurs quant à ces pertes, de comprendre ces pertes et aussi de poursuivre la valorisation. Donc, en travaillant directement avec les producteurs interrogés. Enfin, donc maintenant, je dirais que nous sommes dans l'étape de développement. En fait, nous cherchons à étendre le réseau en fait de ces acteurs anti-gaspi, à les pérenniser également et à sensibiliser d'autres marchés territoriaux potentiels, ne serait-ce que la restauration collective, l'industrie de la transformation et autres. Le but étant à terme de développer cette démarche sur les autres chambres d'agriculture. On va pouvoir passer à la slide suivante. Donc, pour la partie communication, vous avez en haut de la slide l'adresse de la page Internet que nous avons consacrée à la valorisation des invendus alimentaires. Donc, on vous communiquera ce PowerPoint, donc vous aurez l'occasion de récupérer cette adresse. Sur cette page Internet, en fait, vous pourrez retrouver 2 motion design sur lesquels donc la personne qui travaillait sur le projet avant moi a travaillé pour sensibiliser les parties prenantes aux pertes à la production et aux possibilités de valorisation alimentaire. Nous avons travaillé aussi sur la réalisation d'un flyer qui liste les acteurs anti-gaspi des Pays de la Loire et qui vient juste d'être mis à jour pour 2020 d'ailleurs. Donc, vous le retrouvez aussi sur cette page Internet. Et enfin, pour les producteurs, vous avez la possibilité de répondre, de nous signaler en fait vos pertes en répondant à un questionnaire. Donc là, de la même façon, vous avez ce questionnaire à disposition sur notre page Internet valoriser ces invendus agricoles. Et donc, le CIVAL a aussi été un moyen pour nous de communiquer auprès des agriculteurs et des autres parties prenantes. En 2018, d'abord, donc au démarrage, et en 2020. Donc en 2020, on a tenu un stand qui nous a permis de rencontrer des producteurs de différentes régions d'ailleurs, pas seulement des Pays de la Loire, et puis de travailler aussi à la valorisation de leurs invendus. La mise en réseau, j'ai envie de dire qu'elle est à poursuivre. Alors, c'est un peu une question ouverte à l'ensemble des participants. Pourquoi pas en mettant en place un événement qui réunirait des acteurs anti-gaspi actuels et potentiels et les producteurs de fruits et légumes qui auraient des pertes, que ce soit le producteur ou la coopérative. Donc, voilà. Et derrière, il y a aussi à développer la communication autour de ce projet. Et puis, donc, on compte sur vous tous qui êtes présents à ce webinaire. Donc,
Slide suivante, s'il te plaît, Maëlle. Donc, l'étude de gisement que nous avons réalisée dans le Maine-et-Loire, elle a porté pour l'instant sur une trentaine de producteurs et nous a permis de faire les premières constatations dans le Maine-et-Loire. Donc, les pertes alimentaires, elles sont variables en fonction du type de fruits et légumes, mais elles vont de quelques pourcents à 50%, avec différentes causes majeures de pertes, que ce soit la réglementation qualité des fruits et légumes à travers les textes européens notamment, et également les exigences qualité qui vont du coup définir des critères qualité pour ces fruits et légumes, pour la vente en frais notamment, et qui vont écarter certains fruits et légumes qui vont générer des pertes. Derrière, il y a aussi des coproduits qui vont être issus du calibrage de certains légumes qui vont être générés donc, de par ces critères réglementaires notamment. Donc, comme vous pouvez voir sur les photos de droite, il y a des bouts d'asperges par exemple, mais bon, il y a tout un tas d'autres exemples. Quant aux critères qualité, vous voyez aussi des photos de pommes de terre un peu verdies ou alors avec un aspect visuel un peu griffé par la récolte sans doute. Ou même des radis qui vont être soit trop grands, soit trop petits, soit pas assez colorés, et donc ça peut engendrer un certain nombre de pertes. D'autres causes de pertes, ça va être les aléas climatiques, les ravageurs, donc que ce soit la sécheresse ou alors la pluie, par exemple durant la période de cueillette de pommes, qui peuvent engendrer des pertes. Les ravageurs, j'ai eu par exemple un producteur que j'ai appelé en 2020 qui me disait qu'il avait 50 000 salades perdues à cause de limaces. Donc, ce sont des exemples. Après, vous pouvez aussi avoir les produits qui sont abîmés ou déclassés pendant la récolte, le conditionnement ou le transport. Autre cause des pertes, donc la durée de vie courte des fruits et légumes. Par exemple, quand vous avez une livraison qui est refusée, le fruit et légumes va supporter le transport aller et potentiellement le transport retour si on n'y a pas trouvé une solution de valorisation entre-temps, et potentiellement il va être perdu de ce fait. On va aussi avoir des pertes durant le stockage dans l'année de ces fruits et légumes, et aussi des pertes qui sont liées à un changement brutal de saison. Par exemple, sur la fin d'hiver, on a de fortes chaleurs, on va avoir potentiellement un changement de consommation. Les consommateurs qui vont se tourner vers des légumes de printemps, en fait, des consommations printanières de légumes. Autre raison de perte, donc la saturation du marché. Je me suis entretenue avec des producteurs cet été qui disaient que, étant donné qu'avec le Covid, les particuliers ont fait plus de jardins, les ventes de légumes d'été ont été différentes. Autre raison encore, donc les prix d'achat des légumes ou des fruits qui peuvent être supérieurs au coût de récolte et qui ne vont pas inciter à ramasser les derniers fruits et légumes qui seraient à valoriser. Et enfin, autre type de perte, autre raison de perte, ça peut être le type de marché. Donc, qu'on soit en vente directe ou en vente au GMS ou autre, les exigences ne vont pas être les mêmes. Et les exigences des consommateurs de ces marchés ne seront pas les mêmes non plus. Voilà, donc il y a d'autres raisons, je ne vous les ai pas toutes citées, notamment aussi le manque d'employés pour la cueillette, ça peut être une raison aussi. Oui, il en existe d'autres. On va passer, Maëlle, du coup. Donc, le but du projet Foodero, c'était de travailler sur la valorisation alimentaire des fruits et légumes. Donc, coupler la recherche de valorisation alimentaire sur de plus gros volumes de pertes annuelles pour asseoir la démarche, pour pérenniser aussi les acteurs anti-gaspi parce qu'il leur faut des volumes réguliers pour pouvoir asseoir leur business model. Et aussi, on continue à travailler sur les plus petites pertes parce qu'elles sont aussi plus simples en général à orienter. Donc, les tonnages valorisés, donc j'ai envie de dire qu'ils ont été multipliés par un facteur 10 d'année en année. Donc, en 2018, on était sur quelques tonnes, 2019, quelques dizaines de tonnes, et maintenant, on est sur quelques centaines de tonnes. Donc, continuons à travailler ensemble sur ces sujets, même si on sait très bien qu'on aura du mal à valoriser les tonnages totaux actuels qui sont perdus. Après, autre source de valorisation, ça va être des actions de prévention en amont
de ces pairs, donc Ania et puis David Six de la coopérative Florent d'Anjon vous en parleront mieux que moi. Enfin, j'ai aussi des collègues qui travaillent, enfin des conseillers culture qui travaillent sur ces sujets. Et nous, au sein du service économie circulaire, on travaille sur d'autres champs de la bioéconomie de façon à pouvoir valoriser, donc, en premier lieu, en alimentation humaine, c'est tonnage perdu, mais derrière, en alimentation animale ou en valorisation énergétique ou sur d'autres champs exploitatoires. Notamment, je tenais à ouvrir à terminer ce PowerPoint là, sur le fait que en fait, je vais travailler sur un nouveau projet européen de valorisation des biodéchets de fruits et légumes en biostimulants ou biofertilisants, donc le projet Rustica. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat. Et derrière, je vais passer la parole à Ania van der Hoff de la ferme de Launay-Lubin. Donc Ania, vous avez été la première productrice de fruits et légumes avec laquelle la Chambre d'agriculture a travaillé, a initié un travail d'exploration de solutions pour la valorisation alimentaire des cours d'organismes. Est-ce que vous pouvez décrire ce travail et les premières solutions? On n'entend pas bien. Mettez bien le micro devant Tania. Oui. Bonjour. Donc moi, je suis d'origine Pays-Bas, installée en 96 dans le sud de la Sarthe, sur une ferme que nous avons convertie en bio. Et autant ferme familiale, on a décidé en 2013 de développer plus en plus l'écriture des courges. Nous sommes actuellement sur une surface de 15 hectares dans la rotation. Il y a aussi des années où, surtout aussi dans une surface aussi importante, qu'il y a des fruits qui sont hors calibre et qui sont difficiles à commercialiser. Donc ça, c'était la raison en 2017 de participer à un projet Clanage et Solidaire 72, composé de plusieurs associations, Tarmac entre autres, association d'aide à insertion professionnelle, l'association Se Nourrir Ensemble, la Chambre d'agriculture de la Sarthe et la Banque alimentaire. Donc, nous avons travaillé ensemble. C'était quand même difficile à mobiliser les bénévoles, malgré que le responsable était hyper motivé, parce que nous habitons quand même 50 km du Mans, ou 60 d'Angers, 60 Tours. Et voilà, donc les bénévoles ont besoin d'être déplacés, donc 1 heure de route pour venir glaner sur nous et 1 heure de retour. Ensuite, une association ou l'autre n'avait pas les transports, donc les courges glanées restaient des jours dans les bouts de champs. Et il y avait des autres bénévoles retraités qui venaient chercher et qui nous voulons que nous aident, par exemple, mais bon, ce n'était pas le but. C'était quand même eux qui devraient mettre dans les caisses. Donc, ils devraient venir avec leur petite camionnette avec des caisses pour les transporter, pour les mettre dedans, etc. Il y avait aussi des bénévoles qui étaient demandeurs d'asile. Et c'est très intéressant d'échanger comment ils cuisinent les courges en Afrique ou en Afghanistan. C'était intéressant. Par contre, ils craignent un contrôle. Donc, la deuxième fois, ils ont prévu de venir, mais ils ne venaient pas. C'était tout fouillis. Après, j'avais des appels pour chercher les poires. Et en fait, ce n'était pas des poires chez nous, mais c'était bien des courges. Donc, il y a au niveau logistique et organisation, c'était quand même un peu compliqué. Et aussi, nous devons passer avec les tracteurs. Donc, s'il y a un grand état des courges au bout du champ, ça va nous gêner aussi parce qu'on travaille au fur et à mesure. Et donc, quand ça s'est glané aussi, il faut le chercher. Donc, ce n'était pas très facile ou évident finalement, malgré que c'est quand même un fruit qui n'est pas très vite pourri. Il était surtout trop grand ou hors calibre. Donc, j'ai fait connaître l'hiver après, par l'estival, une conférence. J'ai fait connaître donc les Food Heroes et on a dit pourquoi pas, on va participer avec cette recherche pour faire autrement, pour éviter des pertes et aussi commercialiser quand même des fruits qui sont mangeables mais difficiles
à commercialiser. Donc, il y avait le projet, Restoco. Donc, il y avait des écoles, collèges, ou aussi restaurants, traiteurs qui étaient prêts à prendre les fruits hors calibre. Comme j'ai cité déjà, nous sommes quand même situés loin des villes. Donc, mon fils, il fait ses études à Angers. Donc, il a amené les courges au restaurant ou à un traiteur ou à une école. Mais ce n'est pas possible de le faire longtemps parce que quand il finit ses études, il ne fait pas l'aller-retour les 120 km pour aller à Angers. L'école au Lude a participé aussi. Donc, ça, c'est plus près, c'est 8 km de chez nous. Et après, nous avons aussi nous lancé dans les variétés qui donnent une taille qui correspond plus à le marché. Et après, j'insiste toujours au GMS, le supermarché qui vend des courges. S'il vous plaît, vendez par kilo parce qu'il y a toujours des clients qui veulent une petite courge parce que les personnes cuisinent toutes seules ou il y a une famille nombreuse ou il y a un repas commun. Donc, eux, ils peuvent toujours prendre le grand. Et quand il n'y a que des petits, ça sert aussi pas forcément. Mais bon, pour l'instant, le GMS n'est pas encore converti pour vendre les courges en kilos. Donc, ils préfèrent les calibres moyennes pour vendre tout par pièce. Donc, nous avons travaillé sur les variétés pour avoir des mois grands. Et mon mari a trouvé aussi sur un salon, par exemple, l'industrie qui fait surgeler. Et eux, ils sont intéressés dans les grands fruits parce que c'est plus facile pour eux de couper et de transformer. Donc maintenant, nous avons le marché différent, quand même le GMS, les restaurateurs domicile qui veut des grands et aussi le surgelé. On sème même des variétés pour l'industrie. Et donc, cette façon, ça fait une moyenne pour valoriser le petit, le moyen et les grands. On a pensé encore dans l'époque que les petits peuvent servir les Parisiens. On a fait une saison. Mais les coûts de transport et les coûts de tri et les petites caisses, parce qu'eux, ils ne peuvent pas stocker, ils n'ont pas des places. Donc, les ventes à Paris n'ont pas continué. Comme j'ai dit aussi, pour nous, pour les glénages, c'est aussi un problème que nous sommes situés loin des grandes villes. Donc, pour les bénévoles, par l'association, pour finir chercher des produits hors calibre, c'est pas facile. Donc, on a arrêté aussi vraiment de faire le glénage. Par contre, c'est pour notre cœur qu'on a du mal parfois de voir les pertes dans le champ. Donc, encore début cette semaine, j'ai fourni une association qui fournit à les personnes des paniers. Donc, c'est gratuit. C'est une restauration solidaire. C'est bon pour vous, Anna? Du coup, en fait, le fait d'avoir mis ces différentes solutions, ça vous a permis de valoriser combien de tonnes par an qui étaient perdues. Enfin, au départ, je crois que vous m'aviez parlé d'une trentaine de tonnes que vous avez pu valoriser en surgelé la première année. Oui, oui. Mais comme j'ai dit, on sème maintenant exprès pour l'industrie. Et donc, s'il y a des plus petits, on peut commercialiser quand même par le GMS. Et oui, donc on vend même, donc on sème aussi pour l'industrie. Et il reste toujours un peu dans les champs, mais comme j'ai entendu aussi dire, un arboriculteur pendant la conférence à l'Estival, pour nous, autant d'agriculteurs, quelque part, le perte sur place, c'est quelque part la perte la plus importante au niveau gaspillage d'énergie, parce qu'il n'y a pas d'énergie pour les raccoter, pour le tracteur, ni pour stocker au niveau ventilé ou chauffer ou garder hors gel. Il n'y a pas de transport de la ferme vers les restaurations ou le supermarché. Donc, quelque part, les premières pertes dans le champ, je pense que c'est la plus petite perte parce qu'on n'a pas d'énergie agitée pour les transporter.
Et en plus, donc, sur place, ça fait on peut dire des compostages sur place. Donc ça, c'est aussi un choix qu'on fait parfois quand on sait que c'est très difficile à commercialiser. Des tout petites pâtissons, par exemple, ou des très grands, on décide de laisser dans le champ et après on passe avec les disques, on fait broyer et ça fait quelque part un compostage, une matière organique sur place pour les cultures suivantes. Okay. Pascal, on passe les questions maintenant s'il y en a. On t'entend mal, on t'entend pas bien. Est-ce qu'on passe les questions hors vue maintenant s'il y en a ou est-ce qu'on continue sur la présentation de David Six, sauf s'il y a Alors, des petits compléments à faire? on n'a pas eu vraiment de questions sur vos exposés. Il y a des questions d'ordre général sur la disponibilité des différents contacts. Et je remercie le RAN qui est là et qui a travaillé au projet Food Heroes pendant 18 mois. Elle a fait une réponse, mais vous inquiétez pas, on vous mettra à la fin de la présentation tous les liens qu'il y a nécessaires à compléter vos questions. On continue, on ne perd pas trop de temps, on continue assez rapidement puisque là, il n'y a pas de questions particulière. Je te laisse la parole, Céline, pour introduire David Six du Fleuron d'Anjou. Donc oui, donc David Six est le responsable d'exploitation de la station d'Alonne de Fleuron d'Anjou, qui est une station de conditionnement de fruits et légumes. Et donc, nous travaillons actuellement ensemble sur les pertes alimentaires en légumes de Fleuron d'Anjou. Donc, David, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter la coopérative Fleuron d'Anjou et pourquoi s'inscrit-elle dans ce programme Food et Rose? Et quels sont les intérêts pour la coopérative? Je vous laisse la parole. Donc David Six, je suis donc le responsable d'exploitation de la station légumière d'Alonne pour le groupe Fleuron d'Anjou. En fait, c'est un groupe qui est basé dans le Maine-et-Loire depuis 1962. On est à peu près 300 employés répartis sur 6 sites et on réalise un chiffre d'affaires d'environ 67 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, le groupe s'appuie sur deux parties en fait un peu distinctes. Une partie horticole où on va retrouver des entités, une entité Fleuron d'Anjou, une entité Taugourdeau qui est plus du domaine privé, et après VG Supply qui est en fait un projet lié au site VG-Police, au pôle de compétences VG-Police, qui nous permet d'optimiser la logistique horticole. Et donc une partie purement maraîchage, donc là où on va retrouver donc la partie coopérative Fleuron d'Anjou et la partie Fleuron d'Anjou international, où là on fait de l'import-export de fruits et légumes. Le groupe s'appuie sur les valeurs coopératives, donc coopération, équité, proximité, implication, agilité, surtout pour développer son expertise végétale, répondre sur des critères santé et bien-être, mais aussi saveur et plaisir, et s'inscrire surtout dans un développement territorial durable et social. Donc, notre politique RSE nous a permis et nous conduit vers du développement local et surtout sur une politique environnementale où là, on va nous axer aussi toutes nos recherches sur ces sujets-là. Donc, le site d'Alonne, c'est un site qui fait 7000 m² où on va avoir 5 gammes de produits majeurs. Donc, tout ce qui est salade avec une majorité sur la mâche, une partie légumes bottes où là, vous allez retrouver toute la famille radis bottes, carottes bottes, oignons bottes, navets. On est très présent sur la partie asperges. Là, on est sur une production d'environ entre 700 et 800 tonnes sur les 2 mois de la saison.
une partie, ce qu'on appelle légumes anciens, mais plutôt légumes racines, et tout ce qui est bulbe, avec l'IGP échalote d'Anjou. Voilà, donc il y a à peu près 70 adhérents au sein de la coopérative pour l'activité maraîchère, répartis sur 1000 hectares de culture. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je reprends un petit peu le relais de Céline, elle en a parlé tout à l'heure sur les principales causes de perte. En fait, aujourd'hui, on expédie, nous, environ 13 000 tonnes de produits. On processe, nous, sur le site, à peu près entre 5 et 6 000 tonnes. Et on génère pour ça à peu près 25% de pertes sur nos apports. Donc, les causes, je dirais, principales, on les retrouve. Hein. Ce que disait Céline, c'était la partie surproduction, donc avec un marché saturé, l'offre, la demande, et on travaille surtout un produit ultra frais où, en fait, sa durée de vie est relativement courte. Et l'autre cause principale, c'est la partie qualitative qui nous pousse aussi à déclasser des produits qui peuvent être consommables et qui, pour notre client final, n'est pas forcément représentatif du produit attendu. Donc pour nous, en fait, dans les principales causes de perte, on va retrouver, en fait, on a deux types de flux. On a un flux produit brut à travailler qui nous vient de nos producteurs, où là, en fait, on va générer deux sources, ce qu'on appelle, nous, les déchets sales. Donc, c'est le tri direct des produits au parage. Et les déchets propres, où là, on va trier après lavage et polissage. Donc, les principales causes, on les retrouve, hein, déformés, fendus, la taille, les maladies, les insectes. Il y a, je dirais, tout un tas de causes qui nous poussent à trier ces produits. Et on a un deuxième flux aussi, où là, on va retrouver tout ce qui est produits finis conditionnés, avec là, les principales causes de tri sont dues à la durée de stock trop longue, parce que le marché est saturé et puis l'offre est supérieure à la demande, ou la qualité du produit à la base fait qu'il ne va pas tenir dans le temps. Voilà. Donc après, sur le travail, on a avancé en prenant un partenariat avec une entreprise anti-gaspi, donc Valorise, qui est l'association, et Hors Norme, qui est l'entité, je dirais, privée. Donc, eux sont acteurs donc, dans la transformation de nos produits, et pas que, puisqu'ils travaillent aussi bien des fruits que des légumes. Et en fait, l'activité vient de se lancer et elle démarre relativement bien. Bon, ça reste relativement confidentiel, puisqu'en fait, sur cette partie-là, on va nous fournir à peu près entre 600 et 700 kilos semaine pour la fabrication de recettes en conserverie. Donc en fait, comment s'est fait le partenariat avec Hors Norme? On a en fait regardé l'ensemble des gisements par ligne et par produit. On a quantifié, parce qu'il faut à chaque saison, donc on va avoir une liste de produits. Elle a fait des tests de valorisation au travers de recettes.
et qu'elle a proposé dans des mises en avant, soit en GMS, soit sur des petits salons. Et en fonction des recettes retenues, on a pu dégager pour, je dirais, chaque saison, une liste de produits qui, pour elle, potentiellement pouvaient être travaillés. Mais ça ne s'arrête pas qu'à ça, puisqu'elle continue de travailler sur d'autres recettes pour continuer à essayer de valoriser au mieux les différents produits. Et donc avec Céline, on a plutôt axé notre travail sur le passage en revue des légumes de saison. On a créé un book sur les pertes et pour présentation aux cibles potentielles de valorisation. Et puis ensuite, on a aussi axé notre travail sur tout ce qui est recherche de débouchés. Donc, un des premiers débouchés qui est ressorti, c'est tout ce qui est don alimentaire. Donc, vous voyez les logos. Mais aujourd'hui, ça représente pour nous, c'est un flux qui est en démarrage. Après, par rapport au tonnage qu'on peut générer par semaine, ça représente, voilà, par semaine, on peut gérer autour de 10% d'évacuation de déchets. Voilà. Et comme je le disais, effectivement, les principales difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, c'est surtout tout ce qui est logistique et surtout contenant. En fonction par exemple sur le don alimentaire, en fonction des interlocuteurs, on va avoir soit une logistique au colis, soit une logistique au Palox. Donc pour nous, ce n'est pas tout à fait le même traitement. Sur la durée de vie aussi du produit, dans une saison comme la saison d'hiver où on travaille un produit qui se conserve relativement bien, un peu comme les courges ou les butternuts, on a potentiellement des temps de stockage qui sont beaucoup plus longs, à contrario de produits bottes comme le radis, les carottes, où là, ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est des flux qu'il faut dégager très rapidement. Et après, la principale difficulté qu'on a aujourd'hui identifiée et qui est pour moi relativement conséquente, c'est la volumétrie qu'on va pouvoir générer à l'instant T et surtout le traitement qu'on peut y mettre en face. Et aujourd'hui, il faut réfléchir au-delà des premières solutions. On est quand même aujourd'hui qu'au début et je pense qu'il y a des débouchés à définir, à trouver. Et je rejoins le premier témoignage sur le fait que le premier travail se fait en amont. Et aujourd'hui, nous, notre service technique qui est rattaché à la coopérative travaille sur cet aspect-là avec nos différents apporteurs pour pouvoir travailler sur effectivement le choix de culture par rapport au type de sol, la variété adaptée et surtout aussi la conduite culturelle adaptée aux produits. Voilà pour moi. Merci David. Je m'étais fourvoyé tout à l'heure en disant qu'on avait répété et qu'on était dans le timing. On a pris un petit peu plus de temps que prévu. Bon, il n'y a pas de questions, donc on va passer à la présentation suivante, qui va être sur la filière mère. Un petit élément quand même qui a été signalé dans les échanges avec nos partenaires européens et qui est dit dans les deux témoignages là, c'est le fait de travailler à plusieurs nous fait trouver des solutions. Donc, tout seul, c'est difficile. À plusieurs, c'est plus facile. À toi, Roselle.
Tu nous parles de Bonjour la à mer. tous. Bonjour à tous. Donc, Rosane Levaillant, Technopole Quimper-Cornouailles. Donc, la Technopole est partenaire du projet Foodie Rose. Et la filière mer est une des 3 filières qui a été abordée dans le projet. Slide suivante. On parle en fait ici de coproduits, à savoir les parties du poisson qui sont non destinées à la consommation humaine, tout ce qui est tête, peau, viscères, les coquilles pour les coquillages et les carapaces pour les crustacés. Et ces coproduits représentent 40 à 50% pour les poissons et un pourcentage plus important pour les coquillages et les crustacés. Et un rapport du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation en 2019 a estimé un gisement de 190 000 tonnes de coproduits pour les poissons et 160 000 tonnes pour les coquillages et crustacés, ce qui représente un enjeu de taille. Et il existe des voies de valorisation intéressantes pour aboutir à des produits à valeur ajoutée. Slide suivante. Ce volet mer dans Foodie Rose, il a plus particulièrement impliqué 2 partenaires, à savoir la Technopole de Quimper et aussi BIM, l'agence de développement des produits marins en Irlande. Et du coup, voici quelques solutions qui ont pu être explorées pendant ces 3 ans de projet. Donc, la première, c'est le développement de nouveaux filets à base de coproduits de poissons blancs récupérés du filetage. En fait, en Irlande, 35 à 45% uniquement du poisson est utilisé pour l'alimentation humaine, ce qui représente une partie non négligeable de matières premières qui est gaspillée. Et du coup, BIM, cette agence de développement, a accompagné une entreprise de transformation familiale pour trouver une solution de valorisation des chutes de parage ou de chair résiduelle. Et l'idée, ça a été de développer des nouveaux filets pour les friteries, tout ce qui concerne les fish and chips. Donc, le travail a concerné en fait la recherche de technologies adaptées, de process. Ils ont abouti à un prototype et reste aujourd'hui la question du coût, puisque c'est un coût non négligeable, et surtout du volume du gisement, puisque là, ça concerne qu'une entreprise. Donc, l'idée, c'était de poursuivre avec d'autres entreprises de transformation. L'autre solution, en fait, concerne 4 entreprises de transformation là, à l'échelle du pays qui souhaitent développer de nouveaux produits séchés à base de coproduits, notamment des têtes de poisson qui peuvent intéresser certains marchés internationaux. Sauf que les coûts liés au séchage sont très importants en Irlande et c'est une contrainte, une forte contrainte, notamment par rapport à leurs concurrents islandais qui utilisent la géothermie. Donc pour compenser en fait ces questions de coûts. Donc là, l'idée c'était aussi de rechercher à récupérer de l'énergie des process existants de ces entreprises de transformation, notamment de réfrigération, pour pouvoir réduire les coûts de séchage. Donc, du coup, ils sont arrivés également à un prototype. Donc là, le projet se poursuit, toujours entre ces quatre entreprises. Côté français, une des entreprises qui a été soutenue dans Foodie Rose, c'est Mucella. Donc, slide suivante. Basée à Pénétin dans le Morbihan. Et donc, cette entreprise a reçu en 2019 le prix Foodie Rose, le prix européen Foodie Rose, parmi 75 initiatives qui avaient pu être déposées dans le cadre de cet appel et qui a été remis lors du CFIA donc en 2019 pour des solutions durables de valorisation de moules hors gabarit. Donc Axel, je te laisse la parole pour présenter ce projet. Ok, c'est bon. J'ai l'air vachement jeune sur cette photo. Ok. Vous pouvez passer au slide suivant du coup.
Donc, je représente Musela. Donc, Musela, c'est une société qui est détenue par des producteurs de moules qui ont investi sur mon projet. Donc, la société est composée en 3 sociétés de producteurs, donc respectant un territoire et indirectement un terroir, donc Bretagne Nord, Bretagne Sud et Normandie. Un fonds d'investissement local qui est le fonds Crédit Maritime. Et puis enfin, mon premier client qui a vendu sa société Miti à des Japonais et puis qui avait du cash en excédent et qui voulait investir chez Musela. Voilà. Et puis moi, le fondateur, qui a un profil un peu particulier puisque je suis fils et petit-fils de méticulteur. J'ai fait des études dans une haute école d'économie et j'ai toujours été très intéressé par la technique. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Alors, ce qui est tout à fait remarquable en France, c'est qu'en France, on produit 60 000 tonnes de moules pour les marchés exclusivement du frais. On en importe autant pour le frais. Donc, on va consommer 120 000 tonnes de moules en France. Et puis, on va importer tout ce qui est transformé, on l'importe. Et 80%, c'est le Chili. Voilà. Et donc, quand on parle de 10 000 tonnes de moules, de moules décortiquées, ça représente 30-40 000 tonnes de moules entières. Alors, on peut dire qu'en France, on produit un peu plus d'un tiers de la consommation. Alors, il faut savoir aussi que 60 000 tonnes, 100 000 tonnes, ça ne vous parle pas, je pense, mais il faut savoir que c'est le deuxième plus gros marché seafood fin la moule en France. Le premier, c'est le saumon. Slide suivant. Donc, ce qu'on appelle coproduit, c'est pour l'essentiel des moules hors calibre, parce que le consommateur veut des moules bien calibrés lorsqu'il les achète sur le marché du frais. Et donc, on va avoir un écart de tri qui va représenter 15 à 75% de la récolte. Alors ça, l'écart type va être lié au secteur de production. Et ça représente, d'après nos estimations, environ 20 000 tonnes, un peu plus d'1 000 tonnes par an. Voilà, donc il y a 20 000 tonnes de moules qui sont mis à la poubelle. Suivant. Alors, ce qui est tout à fait aussi remarquable et puis étonnant sur le business model, enfin sur la chaîne de valeur actuelle du seafood, c'est que il n'y a pas que la moule qui est dans ce cas-là, c'est quasiment toutes les espèces seafood. C'est-à-dire qu'en France, on sait très bien produire, on sait pêcher, on sait faire du produit fini, on sait distribuer. Par contre, on ne sait pas faire d'ingrédients pour l'agroalimentaire ou pour la restauration, etc. etc. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que tout le beau poisson, le beau coquillage va être vendu directement par les distributeurs. Et tout ce qui va être utilisé, transformé plus ou moins, et quand je dis transformé, ça peut être simplement de la chair décortiquée, ou plus transformé, ça peut être une terrine de saumon ou une soupe de moule. Voilà. Donc tout ça, c'est que de l'import. C'est que de l'import. C'est ça ce qui est assez intéressant et du coup assez tragique sur le système actuel français. Voilà. Donc s'il y a un slide que vous devez retenir aujourd'hui, c'est celui-ci. Le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, chez Musela, on a choisi de se focaliser avant tout food. Premièrement, parce que c'est ce qui rapporte le plus au kilo. Deuxièmement, c'est ce qui rapporte le plus à court terme. Voilà, donc on a vraiment une vision mercantile à assumer. Aussi, il faut être cohérent. On ne va pas produire des moules pour pouvoir nourrir des réacteurs de méthanisation. C'est pour ça qu'on avait gagné le prix Food Heroes, parce que d'après la pyramide qui a été définie par l'Europe, le premier maillon, c'est qu'on évite de gaspiller. Le deuxième niveau, plutôt, que maillon, c'est qu'on essaye de valoriser pour l'usage initial qui était l'alimentation de l'homme. Voilà. Donc là, la photo qui est en bas à gauche, par exemple, c'est ce qui est distribué chez Ecomiam à partir de déchets de moules. Voilà. À la base, c'était des déchets, c'est ça qui est tout à fait dingue.
Les coquilles ont un intérêt, surtout sur l'amendement calcique. Il y a des grosses opportunités qui s'ouvrent. Enfin, il y a des opportunités qui s'ouvrent sur ce qu'on appelle biomatériaux. Pour moi, ça reste encore assez vague. Par exemple, vous avez peut-être vu dans la presse des lunettes en coquillage, etc. Donc ça, c'était des coquilles Mustela à la base. Bon, ça reste du micro-marché, quoi. Donc si on devait concevoir une usine autour de ça, autant dire que l'usine ne tournerait pas, quoi. Voilà. L'autre point qui pour nous a beaucoup d'intérêt, et ça, on est vraiment les premiers, enfin, on est les deuxièmes à investir là-dessus, mais vraiment de façon aussi, enfin, les premiers à investir autant de façon massive, c'est sur la valorisation des jus de cuisson. Donc, si on prend l'exemple des coquillages, et ça, ce n'est pas valable que pour les moules, mais quand vous faites rentrer 1 tonne de coquillages, il va y avoir 600 kg de coquilles, 150 kg de chair, donc que 150 kg de chair, et 250 kg du coup de jus, quoi. Donc là, on a investi sur la concentration et la pasteurisation de ces jus, à visée aromatique et à viser sur un autre projet sur lequel on travaille en ce moment avec la région Pays de Loire, sur les compléments alimentaires. Voilà. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, on a une attitude très pragmatique vis-à-vis du marché, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment de sortir le produit par rapport aux besoins du consommateur, parce que on reste persuadé que le maître, ça reste le consommateur. Voilà. Donc, tous nos produits sont développés selon un processus de test à l'aveugle pour chaque procédé. Voilà. Donc, on arbitre là-dessus. On norme, donc on est normé bio, on est normé IFS. Et puis, l'idée, c'est d'avoir je caricature souvent, mais l'objectif de Mustela n'est pas de devenir le Château Margaux fin de la moule, mais plutôt le Coca-Cola fin de la moule. Il faut simplement correspondre au goût du plus grand nombre. Voilà. Slide suivant. Alors, on a investi sur un premier site proto en 2017. C'est tout petit, hein, ça fait 60 mètres carrés. Et là, ça a permis de mettre au point le lavage, calibrage et puis le débitissage, enlever ce petit filament qu'il y a sur les moules. Et donc, il y a un brevet sur la techno. Et là, on a une capacité de tonnes à l'heure. Voilà. Et donc, la partie, là, on était en phase pilote entre 2017 et 2018. On sous-traitait la partie extraction chez un industriel en Normandie. Et donc, en ce moment, slide suivant, s'il vous plaît, on est en train de construire notre usine Mustela 2, qui devrait rentrer en activité pour juillet prochain. Donc voilà, ce qu'il y a d'assez intéressant sur Mustela 2, c'est qu'on va récupérer tout. Voilà. Tout, quand je dis tout, c'est aussi les jus de cuisson. Donc, on a investi sur un outil de concentration. Voilà. Il y a aussi un brevet sur le procédé d'extraction, donc un autre. Et puis enfin, on a deux secrets de fabrication qui sont vraiment innovants au niveau mondial, peut-être sur lesquels on déposera aussi un brevet si c'est stratégique pour la société. Si ça ne l'est pas, ça restera plutôt dans le cadre… Enfin, si c'est plus stratégique de rester dans le cadre du secret, ça restera dans le cadre du secret. Et pareil, on a une capacité de 2 tonnes à l'heure qui est en adéquation avec l'autre pilote Mustela 1. Alors, 2 tonnes à l'heure, ça représente, voilà, c'est ça qui est intéressant. Enfin, pour se rendre compte, ça représente 2 millions de chair par heure, décortiquées avec 3 personnes. Donc, autant dire que ce n'est pas les personnes qui font le travail, vraiment, c'est machine. Mustela 2, en fait, a été conçu aussi, ça c'est un autre point, donc a été conçu pour être la plus petite possible pour sa taille critique. Donc, on est sur un budget total de 2 millions, ce qui n'est pas énorme pour un site agro. L'idée étant, dans le cadre du développement, de ne pas développer Mustela 2, mais plutôt de dupliquer Mustela 3, 4, 5 sur les autres bassins. Voilà. Donc, d'être au plus proche de la matière et de briser les coûts financiers et les coûts carbone liés à la logistique. Slide suivante, s'il vous plaît.
Et enfin, on s'est voulu être un modèle d'efficience. Alors, ça, c'est plus personnel, mais j'ai toujours été très influencé et intéressé par ce qui se passait en Suisse et puis en Hollande, où on est plutôt sur l'efficacité que de l'esthétique et surtout sur un outil pérenne. C'est-à-dire lorsqu'on achète une machine, on ne se dit pas elle a un amortissement de 10 ans et dans 10 ans, enfin, je la change. Non. Quand on achète une machine, non, elle va durer la durée de vie de l'acheteur. Voilà. Donc là, donc tout a été focalisé sur la qualité de l'outil et l'économie d'énergie de l'outil. Voilà. Donc, on va être le premier site, par exemple, qui va utiliser 80% de charpente recyclée qui viennent de la navale. On va être le premier site en France qui va utiliser un surgélateur à récupération des frigories. On a un système, toute notre climatisation va récupérer les frigories pour fabriquer l'eau chaude, etc. Voilà. Et puis, on est sur un système de chaudière. Alors nous, la chaudière, c'est très important parce que c'est le poumon de notre usine. Sur une chaudière relativement chère à l'investissement, mais très efficiente. Nos besoins en vapeur, ils sont considérables. À titre de comparaison, la chaudière qu'on a sur ce bâtiment fait 1 mégawatt qui va représenter à l'heure actuelle 100 maisons modernes. J'ai fini. Après, ce sont plus des photos sur l'avancement des travaux. Voilà. Alors, je n'ai pas vu de questions, mais j'en ai une moi. Est-ce que tu peux nous préciser l'organisation partenariale autour de ce projet de valorisation? Les partenaires qui ont pu être impliqués tout au long du projet, des producteurs Ah oui. Dans tout le processus, quoi. Alors, le processus, l'historique du projet, c'est que j'ai fait mon mémoire de master sur la valorisation des coproduits de moules. Voilà. Et pourquoi je l'ai fait là-dessus? Parce que je ne voulais pas qu'il se reproduise en France ce qui s'est passé sur le lait. Qu'est-ce qui s'est passé sur le lait? C'est qu'en fait, il y a certains points stratégiques d'une filière, d'une industrie, qui vont être maîtrisés, par exemple, par un grand groupe. Et donc, chaque producteur devrait passer par ce grand groupe. Et moi, je ne voulais pas être dépendant en tant que producteur de moules à la base. Dépendant, on sait que sur le marché, on a deux gros faiseurs qui font la pluie et le beau temps, qui ont grosso modo 20% du marché national. Je ne voulais pas non plus qu'à cause de cette problématique des coproduits, sur l'obligation de les valoriser, on soit obligé de passer par eux. Et donc, le modèle de Mucella, et de se dire, il ne vient pas pour remplacer le business model des producteurs, c'est-à-dire je leur prends tout et je fais une coopérative et puis ensuite je vends le frais, je vends le surgelé, etc. Non, je viens juste m'occuper de ce qui ne les intéresse pas. Et c'est pour ça que ça a été un succès lors de l'augmentation de capital, parce qu'on est devenu en l'espace de quelques années la plus grosse fédération française de producteurs. Parce que pour moi, il était important de respecter les ambitions de chacun. Alors, les ambitions singulières de chaque producteur, c'est-à-dire que si le producteur, lui, veut continuer à vendre de son côté, qu'il le fasse. Et puis de deux, le territoire de chacun. Mais c'est pour ça qu'on a créé ces sociétés par secteur. Voilà. Parce que chacun a ses traditions, chacun a ses valeurs, et il était important, pour moi, il était important que ce ne soit pas une société nationale qui fixe les règles. Voilà. Moi, le seul besoin que j'ai, c'était un besoin de cash et un besoin de matières premières. Donc ça, c'est pour l'aspect producteur. Pour l'aspect développement, on a été largement suivi avec IDEMER et avec son directeur technique de génie, qui est Jean-Luc Lavolée, qui suit toujours ce dossier-là. Enfin, je lui ai même donné des parts dans la société. On a été suivi depuis le début par la Technopole de Quimper, qui a permis de faire le premier procédé. L'Europe, qui a vraiment investi massivement sur le projet, puisqu'on a eu, sur Mucella, on a eu 100 000 € de subvention, et sur Mucella 2, 700. Voilà. Donc l'Europe a vraiment investi, la région Bretagne a vraiment investi. Et puis,
les collectivités, donc là, c'est le comité d'agglo d'Orec qui suivait ce dossier-là, a vraiment investi sur le dossier. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à… Si, c'était ça. Merci. Très intéressant. Merci Axel. Voilà. On n'a pas de, oui, effectivement, on n'a pas de questions de nos participants. On va enchaîner alors et on va donner la parole à notre ami Nicolas Chomel de Laval Mayenne Technopole. Allez, c'est parti, Nicolas. On t'écoute. Puisque Pascal vient de me présenter, je travaille donc à Laval Mayenne Technopole. Et après cette petite évasion en bord de mer, on va revenir un peu sur la terre ferme, puisque je vais vous présenter une filière sur laquelle nous avons travaillé avec nos partenaires de Food Heroes. Et en fait, c'est une filière qui est celle des animaux mâles dans les filières, dans les productions d'œufs et de lait de chèvre. Mais grosso modo, c'est assez différent. Mais ça concerne la valorisation des mâles qui sont dans ces deux filières-là, mal valorisés. Alors, je tiens à préciser que nous avons travaillé sur ces thèmes avec nos partenaires allemands et néerlandais. Et d'un point de vue pratique, je vais présenter ce que nous avons fait en Mayenne, mais aussi dans le sud du Maine-et-Loire. Alors, je signale aussi que à Laval Mayenne Technopole, dans le cadre de Food Heroes, nous avons aussi travaillé sur les fruits et légumes. J'ai vu dans la liste des participants qu'il y a des gens avec qui nous avons travaillé sur d'autres sujets, mais là, je vais me focaliser rapidement sur ces deux pistes. Donc, diapo suivante. La problématique des chevreaux mâles dans la filière laitière, c'est une problématique que j'ai moi-même découverte et qui est tout à fait intéressante. Et parce qu'il faut rappeler qu'en moyenne, une chèvre fait 2 chevreaux par an, et tous, à peu près tous à la même époque, c'est-à-dire entre février et mars, et que sur le cheptel français de chèvres laitières, ça représente plus d'1 million de chevreaux chaque année. Or, malheureusement, les Français, comme la plupart des Européens du continent européen, surtout du nord de l'Europe, il faut exclure le bassin méditerranéen, ne consomment pas de viande de chevreau. Alors, la problématique, c'est que faire de ces chevreaux. Mais il faut savoir que dans la filière traditionnelle, ils quittent les élevages à l'âge de 3 jours pour un prix de rachat qui se situe entre 2 et 3 euros par animal, ce qui est vraiment très peu de choses au regard du travail qui est effectué par les éleveurs. Et c'est une viande qui part dans des abattoirs spécialisés via des engraisseurs spécialisés pour être, in fine, exportés à 60% dans les pays où on les mange, c'est-à-dire essentiellement le pourtour méditerranéen et les communautés françaises qui en consomment, au-delà de nos compatriotes des DOM-TOM, mais disons toute la partie sud de la France, la Méditerranée, les Pyrénées, etc. Donc, la problématique, c'est que faire de ces chevreaux pour qu'ils soient mieux valorisés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc, diapo suivante. La problématique qui a été retenue à l'échelle européenne, ça a été de transposer un événement qui a été initié en Grande-Bretagne en 2016 et qui s'appelle Goatober, pour Goat October, donc c'est la chèvre du mois d'octobre, parce que je vous ai dit que les chèvres font 2 chevreaux par an en février et mars. Donc l'idée, c'est d'aider les éleveurs de chèvres à garder leurs chevreaux non pas 3 jours ni même 3 semaines, mais 6 mois pour en faire des cabris qui vont faire à peu près 20 kilos de carcasse et qui pourront être valorisés à l'automne par des bouchers, des restaurateurs, etc. Et donc, c'est ce que nous avons fait en Mayenne, mais aussi dans le sud du Maine-et-Loire avec le CIVAM du Haut-Bocage qui est situé entre les Deux-Sèvres et le Maine-et-Loire. Et l'idée, ça a été à la fois de tester et de connaître l'élevage de ces chevaux dans les 6-7 premiers mois, leur courbe de croissance, qu'est-ce qu'ils mangent, et quel est leur prix de revient, etc. Donc, de créer un événement gastronomique Goatober que nous avons fait en même temps en 2018, 2019 et 2020 en France, aux Pays-Bas et en Allemagne. Nos amis du Maine-et-Loire ont fait un peu différemment, mais dans le même esprit. Et l'idée étant d'initier une filière de producteurs de viande caprine de chevreaux lourds qui mobilise à la fois des éleveurs, mais aussi des abattoirs
des restaurateurs, des bouchers, etc. Alors, nous allons avoir 2 témoignages en vidéo. Le premier autour de l'expérience du Maine-et-Loire, enfin du sud Pays de Loire. Et ensuite, vous aurez le témoignage d'un éleveur de la Mayenne, Emmanuel Hardy, qui a été notre pionnier pour Food Heroes en Mayenne. Alors, on est un groupe d'éleveurs des Pays de Loire qui élevons des chèvres pour leur lait, globalement, et qui voulons valoriser la viande de chevreau, de cabri, d'une manière différente de ce qui est proposé aujourd'hui. Un cabri des Pays de Loire, c'est un animal qui a été élevé depuis sa naissance sur l'exploitation, souvent en dessous la mer, depuis le mois de février, qui sont vendus à partir de 6 mois, c'est-à-dire au moment de l'automne. C'est une viande très saisonnée et qui a des valeurs culinaires et gustatives qui sont intéressantes et que les gens méconnaissent. La Chambre d'agriculture des Pays de Loire et ses partenaires accompagnent les éleveurs de la région, les éleveurs de chèvres de la région, dans la valorisation des cabris Pays de Loire. Et il est tout à fait normal pour nous de pouvoir aider ce collectif dans la recherche de débouchés commerciaux, mais aussi dans tout ce qui est parcours technique, afin d'avoir une qualité de viande optimale pour les clients finaux. Alors nous, la démarche de la viande de cabri, c'est participer à la filière qui vient de se créer. On est complètement dans nos engagements de travailler avec des producteurs locaux, de faire découvrir aux gens des choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de manger. Donc la viande de cabri, ça correspond tout à fait à cette démarche-là. On est là face à des producteurs locaux qui démarrent une filière de viande qu'on ne connaît pas bien, le cabri qui a des qualités proches de l'agneau, mais qui n'est pas du tout valorisé dans nos régions, alors qu'on a des producteurs qui sont là juste à côté de chez nous. Dans le futur, on va continuer à utiliser la viande de cabri, et nous continuer à apprendre à l'utiliser, mais continuer à la faire connaître aux gens, parce que c'est une viande qui mérite d'être valorisée et qui mérite d'être connue. Donc, avant de passer à l'interview d'Emmanuel Hardy, je voudrais dire quand même que élever des chevreaux de 6 mois pour un éleveur de chèvres laitières qui habituellement les garde 3 jours, c'est une vraie innovation puisque ça modifie radicalement sa façon de travailler. Et donc, comme va l'expliquer Emmanuel Hardy, ça fait à la fois beaucoup d'avantages parce que ça permet d'échelonner la production des chevreaux sur 6 mois et non pas sur quelques semaines, et en même temps de trouver une nouvelle clientèle pour des éleveurs de chèvres. Mais donc, c'est quand même une innovation et donc une modification des pratiques. Donc, on peut passer à la deuxième vidéo. Maëlle, s'il te plaît. Bonjour, alors donc moi je m'appelle Emmanuel Hardy, on est à la ferme de la Basse-Beuvrie, donc en Mayenne, sur la commune de Près-d'Anjou. Donc je me suis installé en couple avec mon épouse. Donc on a démarré avec 45 chèvres, aujourd'hui on a 60 chèvres en transformation laitière. On est en agriculture biologique sur 35 hectares, donc on produit l'ensemble de l'alimentation pour nos chèvres. Et donc on commercialise des fromages et accessoirement de la viande de chevreau, de chèvre ou de bouc. Alors nous, notre force, je dirais, qu'on a pu constater cette année 2020 qui est assez particulière, c'est d'avoir des débouchés très diversifiés. On va vendre un petit peu à la ferme et puis sur des marchés hebdomadaires, dans des magasins locaux, le réseau Biocop, également des AMAP, des associations de consommateurs, des restaurants, des cantines scolaires,
Donc c'est assez diversifié. On est habitué à la vente directe, on côtoie beaucoup de clients. Les chevreaux, qu'est-ce qu'on en faisait avant Gotober? Donc Gotober nous a permis d'écouler que 10 de chevreaux, donc effectivement il y a tout le reste, il faut bien en faire des choses. Donc au tout début, nos chevreaux partaient dans le circuit classique puisqu'on n'avait pas eu le temps de réfléchir à d'autres solutions. C'est-à-dire qu'ils partaient entre 3 jours et 15 jours chez des engraisseurs via Ovi West, donc une coopérative. Donc chez des engraisseurs qui étaient basés essentiellement dans l'ouest de la France, là, le Grand Ouest. Donc là, c'était des chevreaux qui étaient vendus à 2,50 €. Il y avait une petite plus-value à partir de 6 kg. Donc on pouvait espérer sur des chevreaux de 15 jours avoir des chevreaux qui dépassaient les 6 kg, mais on avait beaucoup de chevreaux qui partaient à 2,50 € avec un travail qui était assez important dans les premiers jours de vie des chevreaux. Effectivement, un chevreau qui reste 4 jours dans l'élevage, c'est moins de travail qu'un chevreau qui reste 15 jours, encore que le travail le plus important, c'est les 4 premiers jours. Le premier jour, les premières heures même, il faut veiller à ce que le chevreau boive le petit lait auprès de sa mère pour ses défenses immunitaires. C'est important qu'il ingère des anticorps grâce au petit lait. Et ensuite, nous on les nourrit au saut à tétine. Donc nous on a fait le choix de saut à tétine, donc avec 2 repas par jour, enfin je dirais même 3 repas par jour vraiment les premiers jours, matin, midi et soir. Et ensuite on passe à 2 repas par jour, je dirais au bout de 8-10 jours, enfin peut-être 15 jours, on passe à 2 repas par jour pour alléger au niveau du travail. Et on constate que finalement, ils boivent un peu plus et c'est vrai que ça fait moins de travail en faisant 2 repas par jour que 3 repas. Par contre, les 3 repas par jour que l'on fait pendant les 2 premières semaines, c'est vraiment très important et on voit quand même une croissance beaucoup plus importante des chevreaux avec 3 repas qu'avec 2 repas. Donc ils arrivent tous en même temps, donc on a vraiment une pointe de travail au printemps, là, début mars. Par contre, la partie fromagerie arrive, je dirais, 15 jours après. Donc vraiment, la période là, de mise bas, on a du temps pour se consacrer seulement aux chevreaux. C'était en 2018 là, donc on a accepté d'engraisser 5 cabris jusqu'à 7 mois. Donc là c'était une première, on n'avait pas trop fait de sélection sur les cabris, donc malheureusement ils étaient petits arrivés à 7 mois, c'était pas des belles carcasses. 2019 on a sélectionné 10 beaux mâles pour Gotober. Et là, on a obtenu, alors on a fait Gotober, on a fait des chevreaux lourds jusqu'à 8 mois en 2019. Donc on a eu quand même des belles bêtes qui faisaient, que je ne me trompe pas, 45 kg vifs, il me semble. Donc on avait des carcasses pratiquement de 19-20 kg. Donc ça commençait à être intéressant pour les bouchers et les restaurants qui, pour le coup, étaient nos nouveaux clients, puisque jusqu'à présent, on travaillait surtout avec des clients particuliers. Donc là, ça a permis Gotober de toucher une nouvelle clientèle, des bouchers et des restaurants. Donc moi, j'ai trouvé que c'était quand même plus agréable de travailler à plusieurs. Ça nous a permis au niveau déjà de la réflexion sur les tarifs, de la réflexion sur la logistique, la réflexion sur la communication, d'avoir des échanges. Notre travail en plus, je dirais, c'est inconvénient ou pas, mais c'est un travail supplémentaire, c'est la commercialisation avec toute une logistique, les rendez-vous, les prises de contact avec l'abattoir, avec les bouchers, les restaurants, l'organisation du transport, puisque le transport des carcasses, ça se fait en camion frigo. Donc il y a quand même tout un aspect logistique et relationnel qui est quand même assez accru et qui peut faire peur aussi à des éleveurs laitiers. Il est vrai que le travail de Laval Mayenne Technopole a été d'un grand appui pour se lancer dans l'aventure. Ça a permis déjà de faire le lien entre nous éleveurs et les différents partenaires commerciaux ou je pourrais citer aussi le lycée agricole qui a aussi dans l'histoire contribué un petit peu à l'acquisition de références et à participer à l'expérimentation. Ça a été aussi un moyen de prendre contact aussi avec des structures aussi d'apprentissage en boucherie.
Et donc Laval Technopole a permis aussi une communication via un site internet, des plaquettes, des petites affiches qui ont pu être diffusées sur les lieux de vente et permettre aussi une communication via la presse, via les radios. Donc c'est un travail aussi qui est important à faire. Donc Laval Technopole a été vraiment très utile de ce point de vue-là. Si on veut développer une petite filière à l'échelle locale au niveau des bouchers locaux, des restaurants locaux et travailler avec d'autres éleveurs, c'est vrai que moi je pense que c'est indispensable qu'on soit accompagné par une structure. Alors laquelle? Est-ce que c'est Laval Technopole qui continue grâce à des financements européens, voilà, ou d'autres financements? Est-ce qu'on trouve une autre structure? Toujours est-il qu'il y a un travail d'accompagnement qui est très important. Donc ça c'est une chose. Donc là, sachant que c'est quand même le problème, le chevreau, le débouché du chevreau, c'est vraiment un problème crucial aujourd'hui. Enfin, on peut le constater après cette année 2020 très particulière. Et autre aspect très important pour maintenir le développement de cette filière, c'est l'implication des abattoirs locaux dans ce travail-là. Parce que sans les abattoirs, on ne pourra pas développer une filière de chevreaux lourds à long terme. Voilà pour les témoignages. Donc, on va pouvoir passer à la deuxième expérience concernant les animaux mâles. Dépôt suivante, s'il te plaît, Maël. Concernant les poussins mâles. La problématique des poussins mâles de poules pondeuses, c'est que dans la sélection étant de plus en plus stricte en matière de productivité, à la fois de ponte d'œufs pour les poules et de production de viande pour les volailles de chair, eh bien, les sélectionneurs de poules pondeuses considèrent évidemment que les mâles qui sont issus des poules mères de pondeuses, eh bien, ne sont pas utiles parce que d'abord, étant des mâles, ils ne font pas d'œufs, évidemment, mais en plus, ils ont été sélectionnés de telle façon qu'ils n'ont pas une croissance rapide qui leur permette de produire de la viande rapidement. Donc, la problématique, c'est que ces poussins mâles sont éliminés à l'éclosion, ce qui représente 50 millions et autant en Allemagne. Donc, c'est à peu près 100 millions de poussins qui sont éliminés chaque année à l'éclosion chez les sélectionneurs. Et que, évidemment, cette pratique, quand elle commence à être connue du public, eh bien, elle heurte la sensibilité des citoyens consommateurs. Tant et si bien que les ministres français et allemands ont décidé de l'interdire à l'horizon 2020. Donc, pour la filière œufs dans son ensemble, mais pour la filière avicole en général, il est urgent de trouver des alternatives à cette pratique de l'euthanasie. Et c'est une des questions sur lesquelles ont travaillé les partenaires de Food Heroes. Donc, diapo suivante. Donc, il y a trois hypothèses qui se présentent à la profession avicole. La première, c'est ce qu'on appelle le sexage in ovo, qui est une technologie très sophistiquée qui permet de prédire le sexe de l'embryon dans l'œuf. La deuxième piste, qui est plutôt portée chez nous dans Food Heroes par les Allemands, c'est l'utilisation de races mixtes, comme des races plus traditionnelles qui font à la fois des œufs mais qui ont aussi de la viande sur les os. Mais il semblerait que, d'après l'Italie en tout cas, l'Institut technique de l'aviculture, que ce soit un mauvais compromis. Et la troisième, que nous avons choisi de creuser en Mayenne, avec nos partenaires Lycée agricole de Laval et l'entreprise Le Gadaudet, que je citerai, qui témoignera tout à l'heure, a été d'étudier le système d'élevage de ces poussins mâles, de ces frères de pondeuses, étudier leur croissance, leur consommation, etc. Et il s'est avéré qu'en les élevant 2 mois, c'est-à-dire 8 à 10 semaines, on peut en faire non pas des gros poulets de 1,5 kg ou 2 kg, mais des petites volailles de 600 à 700 grammes de carcasse qui peuvent être consommées facilement par des couples sans enfants et personnes âgées, par exemple. Et donc, nous avons, partant de cette base, nous avons créé un concept et une marque en collaboration avec un designer alimentaire, Benoît Millet. Nous avons créé une marque et créé un concept de ces coquets de Mayenne
pour initier une nouvelle filière qui a démarré dans notre département tout début décembre. Donc, je vous propose d'entendre le témoignage en vidéo de Baptiste Daudet, le fondateur de l'entreprise familiale Le Gars Daudet. Bonjour, je m'appelle Baptiste Daudet, je suis dirigeant de l'entreprise Le Gars Daudet, située à Fromontières, à côté de Château-Gontier, en Mayenne. Alors l'entreprise Le Gars Daudet existe depuis 1961, donc c'est mes grands-parents qui l'ont fondée, donc on est volailler. Aujourd'hui on est 11 personnes à travailler dans la société et je suis associé avec Alain Livenet. Donc moi je suis Baptiste Daudet, le petit-fils, et aujourd'hui notre activité c'est on a des éleveurs partenaires qui élèvent nos volailles et on les abat, on les transforme et on les commercialise auprès de restaurateurs, boucheries, charcuteries du département, avec un client de commerce de gros qui les envoie sur les tables gastronomiques un peu partout en France et des collectivités territoriales, cantines et au sein de notre magasin à Laval et sur les marchés à Laval et Château-Gontier. J'ai rencontré Emmanuel Fournier du lycée agricole parce qu'ils avaient besoin d'une entreprise pour abattre leurs volailles. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à discuter de leur projet des frères de pondeuses et de trouver un devenir à ces frères de pondeuses. Et petit à petit après donc on s'est rencontré avec Nicolas Cholmel de Laval Mayenne Technopole. Plusieurs fois on s'est rencontrés pour voir quels seraient les aboutissements de ce projet. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est de se dire comment aujourd'hui on peut produire pour tout de suite après détruire. Et c'est un peu la finalité finalement de ce projet, c'est de trouver une filière viable à quelque chose qu'aujourd'hui on détruit. Donc que l'éleveur trouve un débouché et puisse vivre de son élevage, que l'abatteur et commercialisant entre guillemets nous, ou peut-être d'autres, y trouvent aussi un intérêt économique et qu'à la fin, en fait, nos volailles puissent se retrouver dans les assiettes et satisfaire les clients avec un goût de volaille qu'ils n'auraient jamais goûté auparavant. Suite aux essais qu'avait mené le lycée agricole, où eux, ils avaient élevé finalement ces mâles de poules pondeuses seuls, dans un élevage avec une attention particulière. Là, l'idée, c'était de voir comment ces mêmes volailles se comporteraient avec des volailles de chair, un élevage de plein air standard via un de nos éleveurs partenaires. Donc du coup, on a incorporé une centaine de poussins mâles de souche pondeuse. Et on a regardé en fait comment ils se comportaient et vis-à-vis en fait des premiers résultats qu'on avait du lycée agricole. Et on s'est aperçu qu'en fait ils avaient la même courbe de croissance. Donc c'était important en fait de se dire comment aujourd'hui, parce que les débouchés que peuvent avoir aujourd'hui ces animaux sont peut-être pas encore les mêmes débouchés qu'un poulet plein air de chair, mais du coup ce serait peut-être un complément et une largeur de gamme à proposer soit aux bouchers, volaillers, et qui n'apporte pas plus de travail à l'éleveur. Donc l'éleveur s'est comporté de la même manière avec justement ces sujets mâles de souche pondeuse que ces volailles habituelles. On s'est très vite rendu compte qu'on ne pouvait pas définir cette nouvelle volaille comme étant un poulet ou étant même un coquelet, puisqu'en fait il y a un cahier des charges à respecter. Et cet animal, on trouvait intéressant avec Laval Mayenne Technopole et avec l'aide de Benoît Millet, designer agroalimentaire, de créer un nouveau nom en fait pour cet animal, pour vraiment le définir comme quelque chose de différent, et en termes de goût, mais aussi en termes de forme, de taille. Et donc on est parti sur le nom de coquet, qui en fait qui était utilisé il y a 200 ou 300 ans comme pour définir des volailles de petite taille, souvent coquelets. Mais on s'est dit ça pourrait être intéressant finalement de récupérer un peu ce côté historique de nom coquet, et c'est un nom qui n'est pas du tout utilisé aujourd'hui pour définir une volaille. Donc on crée avec cette marque un nouveau type de volaille qui n'existait pas auparavant.
L'idée, ouais, c'est de se dire comment demain on peut se dire d'un produit qui était destiné à la destruction, on peut en faire un produit de grande consommation et même haut de gamme par la suite, à voir aussi suivant les études qu'on fera dans les mois et années à venir. Mais voilà, c'est vraiment de se dire, et même quand on le regarde vivant, il a un autre port que les volailles de plein air de chair standard. Il est un peu plus frêle, mais il a toute son élégance propre. Les perspectives d'évolution, c'est déjà de continuer à travailler avec notre éleveur partenaire pour voir en fait quels sont les débouchés possibles, tant au niveau du client en direct, mais aussi pourquoi pas des restaurateurs, parce que ça peut être des volailles qui peuvent bien convenir à des restaurateurs pour faire une volaille qui fait deux portions. Et par la suite, voir aussi quel projet on pourrait mener pour que cet animal ait une double utilité, c'est-à-dire passer de la destruction à un produit de consommation et en même temps qu'il pourrait peut-être aider en agroforesterie, notamment si on pouvait lui faire des parcours dans les vergers. Donc ça permettrait en fait d'avoir une double utilité à un animal qui n'en avait aucune auparavant. Nicolas, le mot de la fin. Donc oui, ça c'est une filière qui est très modeste parce qu'elle démarre à l'échelle d'un département, mais qui peut se compléter. Alors j'ai vu passer un message sur les races mixtes. Alors, je ne dis pas que c'est un mauvais compromis, mais c'est dans une étude de l'Institut technique de l'aviculture, ils considéraient qu'économiquement, c'était plus valable de trouver un système d'élevage pour les frères de pondeuses tels quels que de valoriser des races mixtes qui font les femelles font pas moins d'œufs et les mâles font moins de viande. Mais ça n'empêche pas qu'à terme, pour remplacer les 50 millions de poussins mâles par an, les trois solutions auront leur place complémentairement. Merci Nicolas. Il y avait, oui, c'était une question d'Elisabeth Mercier du ministère de l'Agriculture qui évoquait aussi pour les deux premières filières, et je laisserai peut-être réagir Céline et ses invités, ainsi que Axel et puis Rosen. Elle évoquait le fait qu'on est déficitaire, on l'a dit sur les moules, hein, on ne produit qu'un tiers, et pourtant on gaspillerait de la marchandise. Pareil pour les fruits et légumes, on en importe, on en gaspille un petit peu. On n'utilise pas tout. Est-ce que c'est pas des solutions à creuser un petit peu plus? Je sais pas, Rosen, Céline, tu veux évoquer cette question-là? Comment faire mieux pour importer moins alors qu'on n'utilise pas tout ce qu'on produit? Je ne sais pas si David, vous souhaitez répondre à cette question, si vous avez des compléments à ajouter, mais en tout cas, c'est pas un dossier simple. On voit bien quand il y a saturation du marché, qu'on a des gros volumes qui arrivent et qui sont perdus, et qu'en faire? Enfin, il faut trouver une solution qui va être capable d'avaler ces volumes en un rien de temps, parce que le fruit ou le lait est forcément simple. Donc oui, après, il faut travailler sur de la prévention, mais ce n'est pas non plus toujours simple. Enfin, après, David Six, peut-être que vous aurez des compléments sur le après, sujet. Pour compléter un peu, généralement, les importations sont faites sur des moments où on va plutôt amorcer le marché pour annoncer le produit. Après, généralement, on s'autosuffit sur pas mal de produits, mais comme dit Céline, on est souvent bloqué par rapport à la saison quand toute la production arrive d'un seul coup, parce que la météo est très favorable, et qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui sort de terre? Donc, on est dans des problématiques là où sur des produits
je dirais, de courtes périodes, on a du mal à juguler tous ces flux. Si je prends l'exemple du radis ou de la mâche, où là, effectivement, on peut facilement avoir une semaine d'avance, comme on peut avoir facilement une semaine de retard. On a des fois du mal à gérer toutes ces modifications météo. Donc après, pour répondre sur la partie importation, pour notre part, c'est souvent pour soit démarrer la saison, soit finir la saison. Et donc, on a toujours, c'est toujours un problème aussi de mentalité ou de comportement, de bien répondre à la période où on est. Donc, quand on est en plein hiver, c'est compliqué d'avoir des tomates. Donc, c'est toujours être à la saison et non pas en contre-saison. Merci David. Rosen, Axel, si vous avez... Et pour compléter, en fait, la loi Egalim va nous aider à avancer sur le sujet justement du légume de saison local, durable et de qualité en restauration collective, puisque les approvisionnements de la restauration collective vont devoir se faire à 50% de produits d'origine durable et de qualité, dont 20% de produits bio. Donc, on commence à questionner la restauration collective et les débats à la valorisation des pertes. Donc, l'autre question, c'est quelles adaptations seraient nécessaires pour que les filières trouvent de véritables débouchés en restauration collective? Donc, je ne sais pas là-dessus si tu as, Nicolas, quelques éléments à poser. C'est une approche qu'on n'a pas vraiment eue. On avait fait un repas avec du chevreau au lycée agricole de Laval. Mais si vous avez d'autres éléments là-dessus, Nicolas. Oui, on a eu dans le cadre des deux Go-Tober de 2018 et 2019 des repas au lycée agricole de Laval et à celui de Château-Gontier. Alors, dans un lycée agricole, ça a un double avantage, parce qu'il y a aussi un rôle pédagogique de faire goûter à des élèves des produits locaux et qui sont surprenants pour eux, puisqu'ils le sont pour tout le monde. La problématique qu'on a avec les restaurants scolaires, c'est le budget. Parce que la viande de chevreau, même si le chevreau est un animal qui est mal valorisé au préalable, son élevage jusqu'à 6 mois consomme du temps de travail d'une part, mais aussi des aliments et des intrants. Donc, c'est une viande qui revient quand même relativement cher. Alors là, pour Go-Tober, on était sur un prix de 12 € le kilo de carcasse, qui fait qu'une fois qu'on est passé chez le boucher, ça fait une viande qui est pas loin de 20 € le kilo. Donc, pour un restaurant scolaire, c'est beaucoup. Donc, la solution pour ça, c'est que les collectivités, que ce soit le département ou la région pour les collèges ou les lycées, acceptent d'augmenter un peu le budget à l'assiette des élèves, pour autant que ce soit des produits locaux. Pour compléter la réponse de Nicolas, quand même, je ferai cette même remarque en fait de la nécessité de valoriser économiquement des produits des fruits et légumes hors calibre, parce que sinon ils rentrent en concurrence avec les fruits et légumes conformes, mais ça peut empêcher certains producteurs de les valoriser en fait, pour ne pas concurrencer les fruits et légumes qui rentreraient dans les critères qualité classiques. Et de la même façon, la restauration collective peut aider peut-être en acceptant notamment de modifier les menus pour pouvoir aider les pertes des agriculteurs locaux. Oui, c'est moi qui posais je me permets d'intervenir. C'est moi qui posais la question sur la restauration collective, parce que j'avais assisté donc en effet au repas Go-Tober organisé par Monsieur Chauvel. Et donc moi, quand j'en ai parlé à la cantine, j'aurais dit pourquoi est-ce qu'on ne mangerait pas de chevreau? Et on m'a dit non, ça ne serait pas du tout accepté par des parents d'élèves. On n'a même pas parlé budget. Je pense que le budget déjà, ça serait compliqué. Mais rien que le fait de changer l'état d'esprit, si vous voulez, de le faire accepter par les enfants, de ne pas utiliser le mot chevreau et d'en parler aux parents d'élèves,
il y a toute si vous voulez, des contraintes un peu mentales en fait, qui sont difficiles à changer. Sans compter les contraintes matérielles, de faire des grosses quantités et d'avoir toujours leur souci, c'est d'avoir toujours le même morceau pour chaque élève. Donc c'est très compliqué si on veut travailler une bête entière. Enfin, il y a vraiment beaucoup de freins en restauration collective. C'est pour ça que ça m'intéressait d'étudier ce côté-là. Enfin, il y a en même temps des grosses quantités. Je peux ajouter que pour ce qui est de l'acceptabilité par les jeunes en particulier, on m'a dit au lycée agricole que faire manger du chevreau à des jeunes filles en particulier, c'est plus compliqué. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on ne parle pas de chevreau, mais de cabri. D'abord parce qu'un chevreau, c'est un animal jeune. Le chevreau, c'est dans la tête des gens, c'est un chevreau de lait, hein, c'est le chevreau de Pâques. Et là, nous avons affaire à des cabris qui ont 6 à 7 mois et qui sont beaucoup plus lourds. Et c'est vrai que le chevreau est attaché à l'image d'un animal de compagnie aujourd'hui. Donc, c'est un pas à franchir, mais si on fait des photos de petits veaux au pré, c'est le principe c'est le même. Hein, et oui, c'est toujours le problème de l'attachement aux animaux. C'est un peu normal d'ailleurs. Voilà, on arrive au terme de notre présentation. Je ne vois pas d'autres questions qui ont été posées. Il y a déjà des gens qui s'en vont. On est dans le timing qu'on avait prévu. Alors, merci à tout le monde d'avoir participé. Merci à ceux qui ont préparé, bien d'avoir préparé. C'était une tâche pas facile. Et puis, je ne sais pas, Mel, tu peux, ou Sarah, si vous pouvez nous mettre les liens pour les personnes. De toute façon, ils vous seront communiqués. Et vous allez sur les sites des 3 organisations, hein, et vous trouverez les différents éléments relatifs à nos activités dans ce projet Food Heroes. Voilà, je vous souhaite à tous et à chacun une excellente soirée. Merci de votre participation.
À bientôt et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Allez, au revoir et bonne soirée.